Je vais vous parler, malgré ma voix un peu abîmée, en français, et les transparences sont en anglais pour faciliter la compréhension de mes collègues étrangers. Je vais parler de la notion de zone critique que j'ai appris de certains scientifiques, dont certains se trouvent ici, et de voir la conséquence que cela peut avoir sur la redéfinition de la notion de territoire, et en particulier de souveraineté, qui est une question qui a été abordée ce matin par plusieurs juristes de droit international. En fait, l'hypothèse que je voudrais faire, c'est que nous voyons revenir la question des territoires, question absolument classique en géopolitique, en géographie, dans toutes les sciences qui s'intéressent au régime de guerre et de paix, mais c'est un territoire qui se trouve peu à peu chargé, en quelque sorte, d'une multiplicité de nouveaux êtres, de nouveaux actants, pour utiliser mon jargon, dont on savait bien sûr l'existence, dont beaucoup de cultures traditionnelles savaient l'existence, dont beaucoup de savoir-faire savent l'existence, mais il semble malgré tout que ça apparaisse comme une nouveauté dans la définition du territoire. Autrement dit, un déplacement de la notion de territoire à la notion de sol, avec toutes les ambiguïtés politiques de ce retour au sol sur lequel je reviendrai à la fin de mon exposé. Et du coup, ce retour de la notion de territoire introduit un doute et une source de conflit sur la notion de souveraineté. Je vais faire un exposé en 3 parties, comme on est obligé de le faire, évidemment, quand on est un peu philosophe. La première, c'est la définition d'une toute petite partie de ce que j'ai appris dans le terrain que je suis en train de mener auprès de mes collègues qui travaillent sur les zones critiques. Le deuxième, c'est de voir la conséquence que cela peut avoir sur la notion de territoire et de souveraineté. Et très brièvement, Christophe en a mentionné l'ampleur dans son propre exposé, j'irai très vite, sur les conséquences que ça a sur la collaboration des sciences naturelles et sociales, puisqu'après tout, nous sommes dans une maison qui a depuis longtemps travaillé cette collaboration, et c'est un peu quand même l'objet de l'avenir de notre sujet, c'est comment allons-nous collaborer entre les sciences, les ex-sciences naturelles et les ex-sciences sociales. Mais avant, un petit prologue. Nous avons beaucoup parlé de l'Anthropocène, il faut donc que j'en propose moi-même non pas une définition, mais que je choisisse dans l'ensemble des définitions qui ont été disputées pendant ces 2 jours, l'une qui me permette d'avancer. Je vous rappelle, et Jan Zalasiewicz l'a rappelé dans son exposé tout à l'heure, que c'est d'abord une question de stratigraphie et de commodité pour les stratigraphes de repérer un événement, idéalement, dans le monde entier au même moment. Et c'est comme ça que les autres, ce qu'ils appellent les golden spikes, les clous dorés, sont placés pour les autres périodes historiques. Donc il ne faut pas trop s'embarrasser de questions métaphysiques à propos de l'Anthropocène, c'est une question de stratigraphe et de commodité de placer ce fameux repère. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est d'un moment, et ça c'est le point qu'a rappelé tout à l'heure, et dans beaucoup de papiers, Clive Hamilton, dans une dispute par ailleurs fort intéressante avec nos amis attachés à la date de 1610, qu'il faut arriver à ce que le terme que l'on utilise capture quelque chose du système Terre, non pas l'impact des humains sur l'environnement ou sur les écosystèmes, mais quelque chose qui s'est passé dans le système Terre avec ce trait extrêmement troublant que je n'ai pas trouvé souligné assez dans ces 2 jours, que l'Anthropocène est à la fois l'attribution d'une agency, d'une puissance d'agir aux humains, et son retrait. On donne aux humains une puissance de type géologique et on retire aux humains la capacité d'agir, puisque beaucoup de ces événements, comme l'a rappelé Naomi Oreskes dans le petit livre publié en français, sont des événements largement passés, comme si nous étions dans une révolution qui aurait eu lieu dans les années 80 et que nous avons raté. Donc il y a cette chose très étrange dans la notion de système Terre, c'est que l'activité humaine qui a existé à un moment et qui a eu une importance énorme est relayée par des forces que nous risquons de ne pas contrôler du tout. Troisième élément, ce terme doit être un moyen de lier les 2 histoires, mais, et c'est une petite discussion que j'ai avec Christophe,
Si nous voulons définir la période de l'histoire humaine, tous les termes traditionnels qui sont utilisés en histoire, celui de capitalisme, celui de monde moderne, de civilisation industrielle, civilisation mécanique, fonctionnent très bien. Ça n'est pas la peine d'aller chercher le travail des géologues pour ça. Par contre, il faut quelque chose qui capture cette collaboration très étrange et très nouvelle entre des manifestations historiques qui appartenaient jusqu'ici à l'histoire des humains et des manifestations historiques qui appartiennent à l'histoire géologique. Et je vous rappelle que histoire et géologie naissent en même temps au XVIIIe siècle et qu'elles participent d'une même transformation de la temporalité et des méthodes d'enquête dont l'archéologie, par exemple, et les humanités ont été évidemment la source. Donc, ce qui m'intéresse dans le terme d'anthropocène, c'est qu'il ne garde pas les termes d'humain et de nature, mais redistribue des propriétés. Il est assez étonnant de voir, c'est un exemple de la collaboration qui nous réunit ici, que l'un des articles de Jan Zalasiewicz, d'une des dates elle-même controversées, de 16 juillet 1945, est le résultat d'un article dans lequel vous avez deux auteurs qui sont dans cette salle, Jan Zalasiewicz, stratigraphe, Jacques Greenwald, historien des questions d'énergie, et Naomi Oreskes, qui est une historienne des sciences. Je pense que c'est une nouveauté à signaler, assez étonnant, que ce comité puisse mêler ainsi l'histoire des historiens des humains, ci-devant humains, et l'histoire des historiens de la Terre, des stratigraphes, habitués à des temps évidemment beaucoup plus longs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je crois qu'après ces 2 jours, il ne serait pas mauvais de substituer à Anthropocène un autre terme. Et donc, j'en ai proposé un. C'est le terme de nouveau régime climatique qui me paraît capturer les éléments que je mentionnais tout à l'heure. D'abord, évidemment, la nouveauté, ce petit mot « scène » emprunté au grec, qui est ajouté par les géologues à ce terme d'anthropocène, holocène, etc. Mais aussi la notion d'ancien et de nouveau régime. Il est vrai qu'elle parle plus peut-être aux gens de culture française qu'à nos amis étrangers qui n'ont jamais connu cette rupture aussi radicale entre l'ancien et le nouveau régime. Mais elle a l'avantage aussi de lier à cette notion de matérialité qui est associée depuis Montesquieu à la notion de climat. Et comme je suis bourguignon d'une famille de vin, le mot climat, les climats au pluriel, sonne parfaitement matériel. Les climats, c'est des petites différences à l'intérieur d'un coteau avec des distinctions qui se font de centimètres ou en mètres à l'intérieur entre Pernan-Vergelès et Allos-Corton, par exemple. Mais c'est aussi un problème clairement de gouvernement. Et évidemment, j'ai emprunté ce terme en y ajoutant nouveau et ancien à l'excellent livre dont nous avons souvent parlé ici de Ami et de Stéphane, que vous avez entendu pendant ces 2 jours. L'avantage, Christophe le rappelait, c'est qu'on n'a pas à attendre que le sous-comité du Quaternaire décide si oui ou non il vote l'Anthropocène, ensuite voté ou pas du tout voté par 3 ou 4 comités successifs jusqu'à ce que l'Association internationale de géologie le décide. Nous ne pouvons pas attendre qu'on nous dise dans quelle époque nous sommes et quel est le nom du zeitgeist à l'intérieur duquel nous nous trouvons. Mais pour moi, le plus gros avantage du terme de nouveau régime climatique, c'est qu'il marque la situation de conflit. Et c'est un terme que nous associons assez facilement et aux guerres civiles et aux guerres extérieures. Or, la question que posent les transformations dont nous parlons sont bien des situations dans ce qui manipule ou manifeste une différence dans la façon dont nous allons mener ou pas nos conflits dans les années et les décennies qui viennent. Donc, je parlerai du nouveau régime et de l'ancien régime climatique. Première partie, qu'est-ce que c'est que cette affaire des zones critiques? Je pense que c'est important, dans un colloque comme celui-là, de donner quelques images des scientifiques au travail, de nos camarades des sciences naturelles, pour la raison quand même capitale que l'ensemble de ces connaissances, le trouble même dans lequel nous nous trouvons, le nom même de la situation qui nous est donnée, viennent des sciences naturelles. D'après aucun de nous, même les vignerons de ma famille, n'auraient jamais repéré la transformation dont nous parlons sous le nom d'Anthropocène, simplement en analysant la variation
évidemment assez rapide de la date de vendange. Ils auraient toujours trouvé des circonstances qui étaient plutôt attribuées au temps qu'il fait, mais pas au climat. Et donc je voulais vous faire familiariser avec quelques-uns de ces scientifiques au travail qui portent sur la notion de zone critique, qui est d'autant plus intéressant qu'il s'agit d'une pellicule assez fine. Il ne s'agit pas justement de la Terre, il ne s'agit pas du globe. Vous avez compris dans ces 2 jours que la notion de globe a un effet sidérant qui gêne la politisation des questions qui nous intéressent. Or, justement, l'intérêt pour les zones critiques, c'est la petite pellicule à l'intérieur duquel tout ce, finalement, avec quoi nous sommes familiers, la vie au sens général, les vivants, subsistent, et cette petite pellicule est évidemment fragile. On s'intéresse, et les géologues s'intéressent beaucoup aux autres aspects, aux autres couches de ce globe, mais il faut bien reconnaître quand même que ces autres couches jouent dans notre affaire d'Anthropocène un rôle beaucoup plus disputé. Tandis que la petite zone, la petite pellicule qui nous intéresse, elle est directement fragile et elle est représentée par des transformations extraordinairement rapides dont nous avons parlé pendant ces 2 jours. Ce qui est intéressant dans cette notion de zone critique, c'est que verticalement, donc horizontalement, ça couvre le globe, mais ça le couvre d'une petite pellicule, et horizontalement, ça permet de mêler des chercheurs qui travaillent depuis, disons, l'atmosphère, mais en fait plutôt le haut de la canopée des arbres, jusqu'aux roches profondes, en traversant plusieurs disciplines, presque jusqu'à la géologie, en passant par la pédologie. C'est intéressant aussi parce que cette zone, non seulement elle est critique au sens de sa fragilité, mais elle est aussi critique par la rapidité avec laquelle les phénomènes changent en se déplaçant de quelques centimètres. Des phénomènes que vous pouvez observer, comme la quantité de CO2 dans l'atmosphère par un appareil ou un instrument qui l'étudie en haut d'un arbre, vous vous déplacez dans les racines et vous avez 10 ou 20 fois plus de CO2. Donc les variations de discipline dans le temps où vous pouvez passer de la forme même d'un bassin versant qui vous oblige à vous intéresser à des transformations de millions d'années ou de centaines de milliers d'années, s'associe brusquement dans le même article à des transformations de l'ordre de la microseconde, qui sont des transformations chimiques de petits temps. Et en même temps, la dimension spatiale, vous êtes sur un bassin versant et vous vous apercevez que les retombées des poussières, qui elles sont globales, ou évidemment la quantité de CO2 dans l'atmosphère, vous obligent à penser à des échelles très grandes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des images comme celle-là nous rappellent la géographie. Au fond, c'est ce que nous avons appris en classe de géographie. Comment se fait-il qu'il s'agisse de quelque chose de nouveau? Eh bien, la nouveauté, c'est que nous savons finalement assez peu de choses sur cette zone critique. Et ma surprise, en suivant des scientifiques qui travaillent sur ce sujet, c'est de réaliser à quel point, dès qu'on instrumente une de ces zones, c'est-à-dire maintenant de façon plus précise, non pas toute la pellicule de la Terre, mais quelques bassins versants, dès qu'on les équipe, et vous voyez là un des posters qu'ils utilisent pour expliquer ce qu'ils font, lorsqu'on commence à équiper ces zones critiques, on s'aperçoit de la quantité incroyable de problèmes qu'on ne savait pas résoudre facilement lorsqu'on parlait simplement d'agriculture ou de pédologie ou d'hydrologie ou de sciences atmosphériques. Et donc il y a là quelque chose de très intéressant, c'est la surprise des disciplines qui doivent se mêler, puisque l'hétérogénéité de ces zones est très grande, et la surprise de voir à quel point ils savent peu de choses, étant donné que le nombre de zones critiques complètement équipées dans le monde, c'est quelques points à l'intérieur de l'ensemble de cette pellicule fragile à l'intérieur duquel nous sommes. Et donc critique veut aussi dire le peu de connaissances que nous avons de cette pellicule à laquelle nous devons la totalité de notre sensibilité. Nous ne sommes pas sensibles à la peau à l'intérieur duquel nous résidons, si nous pouvons considérer que le mot « peau » est intéressant. C'est souvent des bassins versants, pour la raison assez belle qu'un bassin versant est un intégrateur de données naturelles, c'est-à-dire que si vous vous mettez en bas du bassin versant et que vous mettez vos instruments dans l'eau qui revient dans le petit rivière ou le petit ruisseau, ça dépend de la taille du bassin versant qui est choisi, vous avez une intégration assez naturelle de beaucoup de données en amont, et donc l'aval, en quelque sorte, vous donne
un ensemble d'informations que vous n'auriez pas autrement si vous ne pouviez pas simplement instrumenter le bas de la vallée. Donc, zone critique veut aussi dire, cette fois-ci un sens encore plus restreint, un réseau international qui accepte de plus en plus de rendre compatibles et comparables ces données. Le choix de ces zones est évidemment encore un objet de discussion qui est lui-même très intéressant, et avec cette idée que la multiplication des exemples dans l'espace permet de remplacer la différence et l'analyse dans le temps. Autrement dit, l'espace, pour eux, ces scientifiques que j'appelle, et je crois qu'ils acceptent le terme critical zoniste, sont en fait, à ne pas confondre avec les zadistes, bien qu'il y ait un petit lien, comme je l'expliquerai à la fin, la Terre entière est une zone à défendre, en quelque sorte. Ces critical zonistes utilisent l'espace, disons, comme un proxy pour le temps. Et donc, regardons un petit peu plus, puisque je crois que c'est important dans un colloque comme celui-ci, de se rapprocher des communautés scientifiques, de voir un peu comment elles travaillent. L'équipement, c'est évidemment un équipement que, au XIXe siècle, quelqu'un comme Humboldt aurait parfaitement reconnu. Il s'agit de sciences naturelles. Évidemment, les machines ne sont pas les mêmes. On est capable de calculer la radioactivité absorbée par un arbre, ce qui aurait été impossible du temps de Humboldt. Mais l'idée que c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire instrumenter des éléments de l'ancien paysage ou de l'ancien environnement ou de l'ancienne nature, vous le voyez ici, ce sont des gestes qui sont extrêmement simples au début de prélèvement, mais avec cet élément absolument essentiel de la durée. Autrement dit, il s'agit de monitorer sur de très longues distances de temps. Malheureusement, il n'y en a pas encore beaucoup qui sont sur... La plupart, c'est 15 ans, 20 ans. Or, il y en a un qui est de plus de 40 ans. Et d'essayer, pendant ce temps, d'obtenir des données avec la difficulté très intéressante qu'on ne peut pas passer sous silence quand on parle dans une institution scientifique, d'arriver à trouver le financement pour des campagnes durables de données qu'on monitore sur de longues distances. Je vous rappelle que toutes les informations que nous avons sur le CO2 ont été rendues possibles par l'obstination d'un chercheur de Mauna Loa à Hawaï, Keeling, qui a maintenu contre vents et marées, littéralement contre vents et marées, la possibilité de monitorer la variation journalière du CO2 sur des dizaines et des dizaines d'années. Donc cette notion de monitoring est extrêmement importante. Ce qui m'intéresse évidemment dans cette zone critique, je le regarde en anthropologue des sciences, c'est qu'au fond, vous avez une communauté qui essaye de se refaire une connaissance du sol avec des instruments sophistiqués, mais qui rapproche au fond de versions ethnographiques de savoir-faire qui ont toujours existé dans ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie des pratiques agronomiques et qui a évidemment été éliminé le plus souvent, mais en même temps, ces nouvelles connaissances qui s'accumulent sont très souvent en confrontation et parfois en coopération avec les savoirs des agriculteurs ou, comme je donnerai plusieurs exemples tout à l'heure, des Indiens qui, parce que c'est des cas que j'ai vus en Californie, qui utilisent depuis longtemps les mêmes terres. Donc il ne faut pas être trop impressionné par le caractère instrumenté de ces zones critiques. Elles sont aussi un moyen de récupérer des capacités de compréhension et de senseurs avec un C-E-N, de senseurs, de capteurs qui permettent de comprendre comment se comporte cet être extraordinairement complexe qui est la zone critique. Donc une espèce de retrouvaille, c'est assez curieux, de savoir-faire traditionnel à travers les instruments les plus contemporains. Avec parfois ce caractère assez étrange que c'est l'ensemble d'une zone critique extérieure qui se trouve internalisée dans un laboratoire, ou inversement, le laboratoire, ici il s'agit de ce que mon ami Jérôme Gaillardet, qui se trouve dans cette salle, appelle une cabine potamologique, c'est-à-dire une cabine capable de faire des prélèvements sur une petite rivière qui est instrumentée depuis plus de 50 ans maintenant. La cabine, elle, est récente. J'ai assisté à son inauguration. Ça n'a l'air de rien, mais ça transforme un paysage entier en laboratoire et avec parfois même une capacité de précision des instruments supérieurs à ce qu'on obtient dans le laboratoire. Pourquoi c'est important pour nous, les sciences sociales? Parce que de toute façon, il faudra se rendre sensible à ces transformations de l'environnement, de l'agronomie, des rivières et de l'ensemble de ce qui nous est
extérieur, en tout cas extérieur aux urbains, par le truchement de ces connaissances et de ces instruments. La rareté même des informations dont nous disposons sur ces territoires nous oblige à finalement nous rapprocher de ces instruments pour essayer de comprendre le comportement extraordinairement complexe de ces êtres. Ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté. Vous avez ici un magnifique dessin d'une zone critique, finalement, dans un livre important de Paul Duvigneau, La synthèse écologique, qui date de plus de 40 ans, où vous avez déjà l'ensemble des cycles et des boucles de rétroaction qu'il faudrait, dit-il, à l'époque, il n'était pas évidemment toujours capable de les calculer, sinon un peu à l'estime. Et au fond, si vous regardez cette intrication entre les animaux, les plantes, le sol et l'activité des humains, vous avez une préfiguration assez précise du type de données dont nous devrions disposer pour pouvoir nous rendre sensibles aux transformations dont nous sommes une partie. Partie, évidemment, étant le problème, est-ce que nous sommes une partie naturalisée ou c'est l'ensemble de ces êtres qui sont des parties socialisées? Mais c'est une question sur laquelle je reviendrai. Et donc, vous avez toute une espèce de scénographie tout à fait passionnante de la façon dont les arbres, par exemple, ici, c'est un arbre de la Sierra du Sud, d'une zone critique qui est celle dirigée par un professeur Baines. Eh bien, cet arbre, de façon intéressante, c'est le arbre équipé de toute la Californie. Alors que la question de l'eau, comme vous le savez, est le grand problème de la Californie, il y a un arbre qui est équipé de ces instruments pour savoir, c'est l'arbre représentatif, si vous voulez, c'est l'élu de tous les arbres de la Californie qui est chargé de représenter ce qui se passe dans toutes les forêts californiennes. Donc vous voyez, et c'est aussi d'ailleurs pour un anthropologue que vous ne pouvez pas ne pas immédiatement y lire quelque chose de l'ordre du rituel, mais ce n'est pas un rituel. Si, c'est un rituel, mais un rituel savant. Et donc on arrive au grand intérêt politique des zones critiques, qui est la construction finalement de boucles de rétroaction. Ici, elle est particulièrement frappante. Vous savez l'importance de la crise de l'eau en Californie. Vous avez une zone critique de Roger Bales au nord, dans la montagne, et ça c'est l'image du haut, et vous avez les utilisateurs qui sont en bas dans la vallée centrale, et il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est-à-dire que ceux qui sont en bas pompent, et vous voyez des pompes à droite, il n'y a pas de loi qui limite la quantité d'eau que vous pouvez pomper, vous ne limitez que par l'argent, c'est donc une situation classique de tragédie des communs. Et vous avez là l'usage politico-scientifique tout à fait typique de ces nouvelles disciplines. Roger Bales essaye de construire la boucle de rétroaction qui permettrait de rendre sensible dans la vallée le problème de l'eau dont les arbres équipés permettent de comprendre enfin un peu mieux le cycle. Donc vous voyez, c'est ça. Nous savons si peu de choses sur la façon dont l'eau circule entre la vallée et entre la Sierra et la vallée, qu'il n'y a pas de politique commune entre l'amont et l'aval. Pour arriver à construire ce rapport entre l'amont et l'aval, il ne suffit pas de dire que c'est la même eau, parce que ça c'est une fiction, c'est une abstraction. Le rapport amont-aval est une abstraction. Alors qu'il faut arriver à construire, au contraire, un rapport et simultanément participer à Sacramento au vote d'une loi, c'est d'ailleurs le cas depuis juin, qui permet enfin d'équiper, de forcer les agriculteurs de la vallée centrale de mettre des mètres de façon à pouvoir mesurer la quantité d'eau. Donc vous voyez, le monde dans lequel nous rentrons, nous sommes depuis longtemps, a besoin de la construction de ces boucles de rétroaction dont chaque point doit être équipé pour que commence à se faire un monde commun. Ça ne sert à rien de dire qu'on est dans la même nature, qu'on a la même eau entre l'amont et l'aval, si on ne peut pas construire, par ce travail scientifico-politique, le cycle de l'eau d'une façon qui est simultanément objective, si vous voulez, mais politique aussi. Dernier exemple tout à fait frappant, et qui a des rapports avec ce dont parlait Christophe dans son exposé, qui est la dégradation des sols. Donc ça, c'est une zone critique qui se trouve en Caroline du Nord. En fait, elle se trouve en Caroline du Sud, mais le professeur Richter est dans le Nord, qui est une zone entièrement dégradée par le système de plantation du tabac et du coton, qui a pourtant été arrêté depuis 80 ans. Et néanmoins, si vous regardez l'image qui est en bas à gauche, donc vous voyez l'état de catastrophe écologique dans lequel cette terre s'est trouvée. Et vous voyez à gauche
en bas que après 80 ans, la Terre, l'horizon, disons, de ce qu'on appelle le sol, un des horizons du sol, n'arrive pas même à 1 centimètre. C'est-à-dire 80 ans après, de façon irréversible, malgré la croissance de cette petite forêt sur les anciennes plantations, nous sommes dans une situation d'irréversibilité de l'action. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure par cette extraordinaire bizarrerie de l'Anthropocène, qu'il s'agit simultanément d'un don d'agency, de puissance d'agir confié aux humains, et de leur retrait, puisqu'il s'agit ici, par exemple, d'une situation irréversible. Il faut 10 000 ans pour produire un sol qui a été éliminé en 100 ans. Et donc, cette offre et ce retrait posent évidemment le grand problème politique qui nous intéresse. Je passe, pardon, excusez-moi. Et donc, au fond, je définirais les zones critiques de façon provisoire, il s'agit d'une étude en cours, comme l'introduction des sols ou de la question du territoire dans une situation de soins intensifs. L'arbre que vous avez vu est en situation de soins intensifs. Construire par les instruments, il s'agit ici d'une autre zone critique qui, cette fois-ci, se trouve dévastée par les producteurs de marijuana, qui forment le Bourgogne du marijuana, apparemment, dans cet endroit privilégié, et qui ont totalement détruit aussi cet environnement étudié par le professeur Dietrich de l'université de Berkeley. Donc, à chaque fois, ces zones critiques se trouvent en conflit ou en coopération avec des milieux très anthropisés qui posent toute une série de problèmes. Mais il faut d'abord pouvoir construire et placer ces sites fragiles. Je rappelle ce que disait Isabelle Stengers et Anna Tsing, que nous avons à apprendre à vivre dans les ruines. Ces gens-là, qui travaillent pourtant en sciences naturelles, nous apprennent comment vivre dans les ruines. Et donc, j'arrive à la fin de ma partie, c'est que cette situation d'intérêt pour la distribution des puissances d'agir entre humains et non-humains se trouve marquée de 1000 façons, mais de façon assez frappante, je trouve, dans cette illustration de l'article qui a servi de discussion ici déjà plusieurs fois, le numéro spécial de Nature sur l'Anthropocène, qui bizarrement s'appelait aussi l'âge de l'humain, alors qu'il s'agit d'un humain à la fois à qui on donne une place importante et qu'on lui retire aussitôt pour lui manifester qu'il est devenu de pierre. Drôle de personnage, ce personnage que vous voyez là. Il est fait de sédiments, il est fait de fossiles, il est déjà complètement hybridisé, sans qu'on sache exactement si c'est le visage de pierre du destin des humains devenus rochers, ou si c'est au contraire les rochers qui prennent une dimension humaine. Mais l'artiste a bien vu qu'il s'agissait ici d'une redistribution des puissances d'agir, ce qui est évidemment la question qui m'intéresse. Et donc vous voyez bien que quand on s'intéresse à l'Anthropocène, à ce nouveau régime climatique, on voit à peu près les mêmes choses que ce qu'on aurait vu dans un livre de géographie quand on était gamin. Cette image est assez étonnante puisqu'elle résume l'Anthropocène pour le grand public. Et si vous vous rappelez les livres que nous lisions quand nous étions enfants, vous auriez tous les magnifiques développements des humains. On se serait enchanté à la multiplicité de toutes ces affaires. Et puis brusquement, point de rebroussement, ces choses-là sonnent complètement différemment. Et c'est évidemment l'objet de ce colloque. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette affaire de zone critique, c'est en quoi elles peuvent nous aider à discuter une question qui appartient plutôt à la science politique, à la géopolitique, voire à la philosophie politique, qui est celle de la question des territoires. Et le meilleur moyen de résumer cette affaire, c'est de vous placer devant ces deux illustrations qui signalent au fond les deux moments les plus cruciaux de notre histoire politique sur la question des territoires. Vous avez à gauche cette illustration que tout le monde connaît du frontispice de Hobbes, du Léviathan, et ce Léviathan invente simultanément une certaine définition de ce que c'est que l'État et une certaine définition, ô combien puissante, de ce que c'est qu'un territoire. Un territoire bordé par des frontières et tenu par cet être artificiel qui est le nouvel État. État, je vous le rappelle, qui est créé en grande partie pour mettre fin aux guerres de religion. Et nous nous trouvons à droite avec ce personnage qui n'est pas sans ressemblance, malgré le fait que ça n'est pas un si grand artiste qui a fait celui de droite, celui de gauche. Néanmoins, quelle extraordinaire figure. C'est un être sans yeux et sans tête. Il est aveugle, il erre, les bras ballants. Ses bras sont faits de multitudes de choses, des mines, des centrales nucléaires, des caravelles de colons. Mais surtout, il est comme ça, il avance à l'aveuglette, sans aucun espoir de nous donner quelque chose
comme une nouvelle souveraineté à l'intérieur duquel nous pourrions être à l'aise. Et vous savez combien de questions ont été posées par l'État inventé par Hobbes. Donc c'est un personnage collectif, celui de droite, qui repose à peu près toutes les mêmes questions. Et pour arriver à poser cette question nouvelle, quelle est et quelle va être la nouvelle question politique de la construction des États? Au fond, nous n'avons parlé que de ça pendant ces 2 jours. Quelle est la nouvelle politique? Quel est le nouvel agent de la politique? Il va falloir se coltiner, si j'ose dire, la multiplicité des problèmes qui ont été aussi abordés par le Léviathan de Hobbes. Et donc, la solution que je propose, qui est une solution évidemment très fragile, c'est de faire une simplification, disons, de la question de l'anthropologie, traitée ici même par Philippe Descola et beaucoup d'autres, admirablement que je simplifie, en disant la chose suivante. Au fond, sur la question des territoires, puisque nous ne sommes pas unifiés par la nature, puisque, comme l'a rappelé l'orateur précédent, il n'y a pas non plus d'État mondial, comment faire pour qu'on retrouve la possibilité de négocier une géopolitique qui a son territoire, c'est-à-dire reposer au fond les 5 grandes questions qui ont été posées par Hobbes, la question du Dieu ou de l'autorité, quelle est l'autorité suprême à laquelle vous êtes prêt à vous soumettre, ou quelle est celle qui vous convoque, quel est le nomos, la règle de droit à laquelle vous vous soumettez, quel est le logos, quel est le type de connaissance auquel vous vous en remettez pour aborder les questions qui vous divisent, et évidemment aussi quel est le cosmos fort différencié à l'intérieur duquel vous vous trouvez. C'est ma solution au problème des climato-sceptiques. Ça n'est pas de discuter de science. Je crois que ceux qui veulent discuter de science avec les climato-sceptiques font quelque chose d'aussi indigne que de discuter du créationnisme avec de darwinisme avec des créationnistes. Par contre, qu'ils nous disent dans quel monde ils veulent être. Est-ce que nous sommes capables de décrire les mondes dans lesquels nous voulons être? Sous quel Dieu? Et Dieu, ce n'est pas forcément un Dieu, ça peut être une autorité. La nature, après tout, est une autorité. Quel est le cosmos sur lequel vous reposez? Quel est le nomos auquel vous vous référez pour arbitrer ces conflits? Et donc, forcément, la question du peuple que vous formez. Quel peuple formons-nous? Quel peuple forme ceux qui habitent cette terre et qui se précipitent ou arrivent dans cette nouvelle situation que j'appelle le nouveau régime climatique? Autrement dit, pour résumer un long argument, vous vous rappelez sûrement que Hobbes appelait l'état de nature, cette situation de sauvagerie extrême qu'il empruntait de façon fort peu ethnographique à la situation des Indiens d'Amérique, pour passer à cet état capable d'arrêter les disputes en termes de puissance, de guerre de religion, et d'arriver à occuper un territoire et de faire la grande construction que vous connaissez tous, qu'on appelle les États westphaliens. États, comme l'a rappelé Stéphane Haïkout dans son exposé tout à l'heure, qui sont toujours ceux qui viennent à Paris dans maintenant 3 semaines pour négocier une question qui leur échappe évidemment complètement. Et donc, ce qui s'est passé, oui, mais c'est important parce que nous héritons pour régler une question d'un État qui était fait pour les Anglais au XVIIe siècle. Donc il ne faut pas oublier cette question-là. Et en plus, on a quand même toujours aussi des guerres de religion avec nous. Donc on est dans une situation vraiment particulièrement compliquée. Mais ce qui a transformé, et qui pour moi nomme le nouveau régime climatique, c'est que nous avions néanmoins ce que j'appelle l'état de la nature, avec un E majuscule et un N majuscule, c'est-à-dire cette possibilité qu'au fond, derrière la politique, il y avait la science économique, comme on nous l'a rappelé tout à l'heure, ou bien quelque chose qui n'aurait dû nous mettre d'accord. Soyons rationnels et nous nous entendrons de toute façon, malgré nos disputes politiques. Nous habitons la même terre, la terre va nous unifier, la nature va nous unifier. Et donc on était en fait dans un état de nature, non pas au sens hobbesien du terme, qui va être succédé par l'État, mais un état de la nature capable d'arbitrer tous les conflits au fond. Au fond, si nous étions rationnels, nous serions d'accord. C'était la grande idée, avant que l'Anthropocène arrive avec une définition tout à fait différente des questions de territoire et de nature. La nature divise. Et donc les questions, ex-questions naturelles, sont toutes des questions divises, que ça s'agisse de l'eau,
des arbres, de la totalité des vivants qui sont représentés et étudiés justement par mes amis de la zone critique. Et donc la question qui se pose, c'est comment on représente cette situation très étrange d'anciens États qui étaient des États westphaliens, qui le sont toujours, malgré l'extraordinaire diversité de leur histoire, et qui doivent traiter le problème suivant. Chacun des objets dont ils s'occupent traverse les frontières qui, néanmoins, les définissent. Et évidemment, le travail de Hamid Dahan et Stephen Harikout est d'une importance extrême sur cette affaire. Ils gouvernent, comme l'a rappelé avec beaucoup d'humour Stéphane tout à l'heure, ils gouvernent le climat magnifiquement, le pied sur l'accélérateur, puisque depuis qu'ils ici attellent, les quantités de CO2 n'ont pas cessé d'augmenter. Mais pour appuyer sur le frein, ça c'est une autre paire de manches. Et donc il y a une question, il y en a 1000, mais je ne voudrais pas vous ennuyer avec ces 1000 questions. Il y en a une qui est très importante et très intéressante, c'est comment nous représentons-nous la diversité même de ces États futurs ou de ces territoires en lutte sur la forme de superposition de leur propre définition de la souveraineté. Autrement dit, comment retrouve-t-on une définition de la souveraineté qui permette d'accepter ou d'aborder la question de territoires en lutte à l'intérieur même des territoires qui sont anciennement westphaliens. Vous avez à gauche le cas typique, c'est-à-dire une guerre qui est évidemment impossible à représenter, mais qu'on continue à placer à l'intérieur des États, fort peu westphaliens d'ailleurs, puisqu'ils dépendent très essentiellement de décisions coloniales. Et vous avez d'autres représentations, mais qui sont encore fragiles en termes de réseau, de ce que c'est que d'influer quelqu'un, comment un État en influe un autre. On a eu une très intéressante conférence ce matin, en début de journée, d'une juriste sur ces questions. Et donc, une question qui est de représentation dans le double sens de représentation, c'est-à-dire représentation politique, mais il ne faut pas l'oublier, aussi représentation graphique, car après tout, l'État et la cartographie vont de pair. Et donc, les territoires en lutte dont nous héritons dans le nouveau régime climatique doivent aussi trouver leur façon de se représenter, comment ils vont faire. Vous avez ici un cas très intéressant de l'atelier de cartographie de Sciences Po sur les migrations, mais vous voyez qu'il repose sur des flèches. Et au fond, la question qui m'intéresse de relations internationales et de représentation, c'est comment on se débarrasse des flèches. Car quand vous avez une flèche entre un pays et un autre, ça veut dire qu'au fond, ces deux pays, ces deux souverainetés se superposent, mais qu'on ne sait pas le représenter. Et donc, nous avons essayé, dans le Media Lab de Sciences Po que je dirige, avec les mêmes données, de donner une autre représentation, cette fois-ci qui ne repose pas sur la notion de fond de carte géopolitique classique, mais pour éviter les flèches. Alors le problème, malheureusement, c'est qu'on n'arrive pas à les lire, ce qui est évidemment une difficulté. Mais je n'ai pas dit qu'on était arrivé à la solution. Je vous signale juste que si nous n'arrivons pas à représenter les territoires en lutte où la question de la souveraineté superposée n'est pas visible, on n'arrivera jamais à poser les questions politiques qui nous intéressent dans cette affaire. Regardez les malheureux qui essaient de comprendre vaguement comment on arrive à représenter le conflit à l'intérieur de Daesh. Ils sont obligés de recourir à des formes en réseau pour essayer de se tenir à l'intérieur des anciennes catégories westphaliennes, comme on dit. Mais regardez aussi, car c'est quelque chose qui a été mentionné plusieurs fois par plusieurs des orateurs dans ces 2 jours, comment on fait lorsqu'on veut représenter des puissances dont tout le monde reconnaît l'importance, qu'on appelle les lobbies ou les grandes compagnies ou les vrais responsables de la transformation. Vous avez le fameux article qu'on a cité plusieurs fois de Richard Head, à droite, et une expérience très passionnante d'un groupe de militants activistes et géographes qui sont bureaux d'études sur derrière, malheureusement, comme vous le voyez, c'est aussi assez difficile. Pourtant, c'est une carte du capitalisme, ça devrait nous intéresser. Enfin, voilà une carte du capitalisme, on sait où ils sont. Et arriver à savoir quel est le numéro de téléphone du capitaliste, ça serait quand même un grand avantage. Vous vous rappelez ce que disait Kissinger sur le fait qu'on n'a jamais le numéro de téléphone de l'Europe. Si seulement on avait le numéro de téléphone du capitaliste, ça serait quand même drôlement commode. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'emprise territoriale de ce qu'on appelle les lobbies. Les grandes puissances que sont les entreprises doivent aussi pouvoir répondre à la règle sous quelle autorité, quel est ton peuple, quel est ton territoire, quelle est la loi que tu obéis, de façon à ce qu'on puisse enfin parler de puissance à puissance, sachant qu'évidemment, ces configurations territoriales seront emmêlées les unes dans les autres de 1000 façons. Au fond, les cartes ressemblent peut-être plus à ce genre de situation
dont on se moquait beaucoup, mais qui est l'Empire allemand en 1500, c'est-à-dire une multitude de petites principautés en overlap qui forment une drôle de figure qui ressemble assez peu au grand Reich qu'on imagine venir à l'Anthropocène pour tenir l'ensemble de la Terre en ordre. Autrement dit, il faut essayer d'inventer un new political divide, une façon de diviser un peu différemment entre l'ancien et le nouveau régime climatique. Nous sommes sur des territoires où la question de la souveraineté est évidemment faite par des frontières, mais évidemment, la conférence sur le climat le manifeste, il n'y a pas un des éléments de la discussion qui n'est pas en train de passer d'un pays à l'autre. Donc chaque pays, en fait, influence, et l'orateur précédent montrait bien qu'un pays, en fait, influence et a une zone territoriale commune avec les peuples qu'il transforme et qu'il pousse, en quelque sorte, à qui il fait du mal, finalement, ou dont il occupe le territoire. Donc il y a bien, ces territoires sont effectivement plus du tout comme ils étaient autrefois. Il y a cette grande idée qui a été discutée ici, qu'on est bien dans une émancipation dans la période moderniste à partir du territoire, au fond, une version très idéaliste de ce qu'était le monde matériel. On va s'en détacher. Dans la version de Christophe, c'est la version des post-humains. Brusquement, on est tenu dans le nouveau régime climatique par un être un peu bizarre, pour lequel on n'a pas de nom. Moi, j'en ai proposé un qui est le vieux nom de Gaïa, mais il n'y a pas vraiment de nom. Et on est certainement contre la notion de globalisation dans une question de relocalisation. Relocalisation qui pose un problème politique énorme, puisqu'on est simultanément en train de revenir sur la notion de territoire sous la forme la plus réactionnaire qui soit, et on vit ça en ce moment tous les jours dans les élections, c'est-à-dire au sens de d'identité. Redonnez-moi un territoire au sens d'identité, alors même qu'apparaît le retour du territoire sous des formes complètement différentes, qui est ce territoire sol, ce territoire emmêlé, ce territoire à souveraineté mêlée, qui vient de la mutation écologique, qui est typique du nouveau régime climatique. Et il est très difficile de réconcilier ces deux formes de territoire, et évidemment réconcilier aussi avec cette idée que les humains sont des humains sur l'Holocène, et que avec ce que j'appelle les terriens, le mot terrien fait un peu Star Trek, donc j'aime mieux les terrestres dans l'Anthropocène. C'est pas du tout pareil. Ce ne sont pas les mêmes peuples, ils n'ont pas les mêmes adhésions, ils n'ont pas les mêmes attachements, ils n'ont pas les mêmes configurations, ils n'ont pas la même forme, et c'est eux qui sont en lutte les uns avec les autres. Et donc on a cette situation très étrange que l'on a bien connue en anthropologie et que nos amis anthropologues ici présents ont beaucoup travaillé, des cultures, une nature et une terre finalement dont on se préoccupait assez peu, sinon qu'on la voyait, mais comme dans un rêve généralement passé d'ailleurs, des compétences et des savoir-faire des civilisations qui étaient éliminées par le front de modernisation. Et brusquement, on se retrouve dans une situation complètement différente, qui est des souverainetés multiples, et quelque chose qui est très compliqué à retrouver, sur lequel Clive Hamilton nous a fait une belle conférence tout à l'heure, qui est simultanément une terre, unifiée d'une drôle de façon, et en même temps à composer. Et vous avez bien compris, en regardant ce que j'ai brièvement montré sur les zones critiques, combien il était difficile d'unifier la multiplicité des êtres qui composent un sol. Et je finirai juste sur ces deux questions, très étranges quand même. Combien les matérialistes réalisent, avec surprise, que leur version de la Terre était très, 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 finalement, idéaliste. C'est-à-dire, brusquement, la Terre revient alors qu'on était normalement déjà dessus. Et la surprise est encore plus grande, parce qu'elle pose la grande question Gaïa politique. Gaïa politique, c'est parce que j'aime bien poser la question aux géologues, à mes amis géologues, est-ce que vous êtes gaïalogue ou gaïagraphe, pour savoir s'ils réagissent très vivement en disant non, 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 pas du tout. Ben oui, bien sûr. C'est un test qui ne marche toujours. Et de poser la question à des géopoliticiens, de savoir s'ils sont gaïa-politiciens, ça fait toujours un petit effet. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va limiter les guerres? Parce qu'au fond, il ne faut pas se cacher la tête sous le sable. La question, elle est là. Elles ont déjà commencé, il y a très longtemps qu'elles ont commencé. Nous les avons menées chez les autres, depuis le début de l'Anthropocène, quelquefois ça date. C'est pour ça que j'aime bien la date de 1610, malgré les critiques qui ont été faites, pour d'autres raisons. Mais maintenant, ces guerres qui ont été menées chez les autres reviennent sur nos propres territoires. Et là, on se pose la question de savoir comment on va les limiter. Et je ne peux pas finir sans ce qui est aussi la couverture de mon livre, qui
qui est cette extraordinaire image de Gaspard Friedrich de 1815, dans lequel Gaspard Friedrich a dessiné la grande enclosure. Et vous voyez que dans ce petit méandre de Dresde, vous avez en même temps la terre enfouie, le globe enfoui, vu de haut, à l'intérieur même d'un méandre. Je pense que c'est ça le meilleur exemple de la reterritorialisation à laquelle nous sommes appelés. Je vous remercie.